Michel Gross-Claude a écrit un texte intitulé « L'évolution des structures intellectuelles dans les démences et les psychoses ». Elle y envisage un champ qui joint logiquement, harmonieusement, deux préoccupations théoriques précises et propose d'exposer les remarques et les hypothèses qu'elle situe dans ce champ. La première préoccupation théorique est celle de structure, la seconde, celle du savoir lui-même. L'idée de structure. Elle la considère dans sa dimension dynamique temporelle. Chronologique, en psychologie clinique, autant dire sous l'angle de ce qui y demeure, de ce qui change, appliqué aux instances, mouvements et échanges dans le psychisme. Le savoir, c'est dans son rapport au sujet et à la fonction de celui-ci, que l'auteur le considère. La méthode de recherche a consisté à appliquer un même test à deux moments, séparés de quelques mois, il s'agit donc d'un protocole en test-retest. L'analyse a porté sur les données qui constituent les résultats à l'échelle d'intelligence de Wechsler pour adultes, envisagée dans une fonction d'explicitation du rapport au savoir. L'organisation psychopathologique des sujets étant connue modifiait ce rapport au savoir. L'acquisition et la maîtrise du savoir sont différentes dans la paranoïa et la schizophrénie, alors que les capacités en semblent perdues dans la démence. Le test de Wechsler est constitué d'épreuves verbales d'une part, et d'épreuves de performance, d'autre part. Par ailleurs s'y greffe un partage dans l'avancement en âge, entre les subtests qui tiennent, et ceux qui ne tiennent pas. Le rapport de leurs différences donne l'évaluation de la détérioration, du moins en principe, nous précise l'auteur. C'est la diminution d'efficience des tissus, des organes, de certaines fonctions avec l'avancement en âge, qui a justifié cette partition des subtests. On tend à y adjoindre une déficience de l'acquisition et de la maîtrise de savoir. La réussite à la mémoire des chiffres, à l'arithmétique, au cube de Gauss, au code, est justement ce qui est menacé avec l'âge. Tandis que si elles font appel aux réminiscences d'informations anciennes, à la compréhension, à la représentation du corps, aux objets familiers, les épreuves restent réussies. Le critère d'inclusion des 60 cas de l'étude est une évolution favorable pouvant conduire à leur sortie. La démence effective, irréversible, n'en évoluait pas moins dans le sens d'une reconstruction minime, d'un tassement, toujours d'une relative réadaptation à la vie quotidienne. L'auteur insiste sur le caractère relatif et partiel de la reconstruction. L'irréversible de la démence pèse tant dans le diagnostic, qu'il le colore d'inexorable. Tandis que l'auteur nous témoigne que la clinique nous donne à voir. L'influence du milieu qui amplifie la détérioration lors du déracinement de l'hospitalisation, ou qui dans des cas particuliers peut conduire à la récupération d'une démence sénile. L'expérience. Test à l'admission, retest pour sortie, à l'amélioration. Les résultats du test initial s'accordent avec l'examen clinique, la connaissance théorique, des démences. Une première caractéristique est que le niveau d'ensemble y est abaissé, le plus souvent faible, entre 60 et 90, avec une moyenne à 70. Deuxièmement, le niveau verbal dépasse systématiquement le niveau performance. Troisièmement, une hétérogénéité générale, avec des trous souvent spectaculaires, une organisation en dents de scie, nous dit l'auteur. Quatrièmement, quand il y a des échecs massifs, c'est dans les subtests qui ne tiennent pas. Cinquièmement, majoritairement, l'indice de détérioration ne penche ni d'un côté, ni de l'autre, il est nul. La particularité qui surprend l'auteur, c'est que quand une sortie est en discussion, et que l'on fait repasser le test, les résultats numériques s'améliorent un peu, mais les épreuves réussies changent, et dans le sens qui caractériserait une autre structuration psychique. En effet, QI d'ensemble et QI performance augmentent, alors que le QI verbal ne bouge pas.
Si on ne considère que l'évidence visible des résultats au test, les conclusions cliniques, psychométriques, ne remettent pas en cause les concepts théoriques. Pour cela, il faut tenir le discours du patient pour non pertinent et ranger les résultats surprenants, évoquant une autre organisation, pour des coïncidences non significatives. Mais, si on tente de rassembler ces diverses indications de façon cohérente, on met en évidence une béance à l'expliquer par la conception théorique admise. Les subtests qui révélaient une insuffisance, une faiblesse de fonction intellectuelle, montrent maintenant leur restructuration vraie, ce sont les subtests chiffres, arithmétique, cos, code. Alors que les secteurs de savoir anciens, jusqu'ici maintenus, subissent une perte, voire une quasi-disparition. Il s'agit d'un véritable processus de bascule inversant le rapport entre deux ensembles, nous dit l'auteur. C'est inédit quant aux moyens d'explicitation transmis par la clinique et la théorie des démences. Pour l'auteur, de façon simpliste, on peut dire que ces patients retrouvent la mémoire. Chiffres. En perdant le souvenir. Acquisition scolaire de la petite enfance. Information sur le monde environnant. Retrouvent leurs coordonnées temporo-spatiales. Cos. En perdant la reconnaissance du corps. Des objets familiers. Assemblage, image, retrouve les moyens de résoudre un problème arithmétique en perdant ceux de résoudre un problème relationnel, alors qu'ils ont sombré dans la démence par le processus inverse. Le texte que nous présentons maintenant se réfère au symptôme du manque du mot, qui est dans la psychiatrie classique un trouble du langage, et non de la mémoire. Les auteurs mettent en évidence l'importance du facteur émotionnel dans le langage. Michel Gros-Claude, 1987-1997, avait d'ailleurs souligné, à la suite de Sigmund Freud, l'importance de l'affect en tant que constituant de la parole, avec la représentation. Le domaine des émotions, de l'affect, nous savons son caractère problématique dans l'autisme. C'est une des raisons de nous plonger dans cette étude, à la recherche d'idées, d'éléments pour aborder les moyens de favoriser l'acquisition du langage. Restaurant l'historique de notre démarche. Et illustrant les moyens empruntés par le langage pour retrouver la voie de l'expression. Au moment où nous interrogeons son émergence, nous indiquons les travaux auxquels a abouti ce texte, à l'occasion d'un programme de formation à la communication avec les déments, qui nous avait été réclamé par une association de familles de malades d'Alzheimer de la région dunkerquoise, de Gênes, 2006. Les éléments permettant de saisir notre mode d'intervention avec des patients en général, y foisonnent. Le Gouès et Perruchon, les auteurs auxquels nous nous référons poursuivent un objectif qui est de comprendre à partir du pathologique, le normal. Sur le chemin de la mentalisation, l'enfant accède à la culture. L'accession à la parole pour l'enfance est vecteur de socialisation et maintien en vie. Le devenir des enfants sauvages montre leur incapacité à apprendre le langage, leur incapacité à développer une pensée réflexive, à construire une représentation de leur reflet dans le miroir. S'il n'y a pas de nature humaine parce qu'il n'y a pas de Dieu pour la pensée, nous dit Jean-Paul Sartre, 1946, force nous est de constater que l'humanité est de culture, et nous pouvons le penser notamment par son absence chez l'enfant sauvage. D'autre part, un souverain curieux de science, sans limite, dans la dimension de la toute-puissance, s'est piqué d'aller expérimenter chez des enfants quelle était la langue première. Si on n'influençait d'aucune manière des enfants, s'ils étaient absolument libres de parler la langue qui leur était naturelle, laquelle parleraient-ils? Quelle était la langue? Eh bien, ces bébés sont morts, ils sont tous morts. C'est fou. Il y a très peu de traces de cette expérience.
C'est paraît-il assez significatif de ce type d'acte. Cette expérience est mentionnée dans différents endroits. La langue n'est pas naturelle, elle est culturelle. C'est ce type de considération qui a conduit Freud à envisager la culture au service de la vie, et pour la vie. Le début du siècle précédent lui a enlevé cette illusion, au moins à 2 reprises, Veil, 1988. La démentalisation, Le Gouès et Perruchon, 1992, n'est pas un retour à la nature au sens où on ne pourra jamais enlever, soustraire le fait que le sujet a accédé à la parole. Quel que soit le degré d'atteinte de ce qui était la culture chez ce sujet-là, on suppose qu'au moins quelque chose subsiste, ne serait-ce qu'à l'état de trace, Le Gouès et Perruchon, 1992. Une façon de visualiser les choses, de se les représenter métaphoriquement consiste à envisager la transformation du psychisme par la parole, comme la transformation du sable en verre. À se représenter ce verre sous la forme d'un cristal, on peut en venir à considérer des lignes de fragilité le parcourant. Ce sont les lignes qui dessineraient la surface des éclats, si le cristal venait à se briser, Bergeret, 1993. Une conception qui a cours en psychologie formalisée par Jean Bergeret, 1993, envisage le psychisme avec des lignes de fragilité. Les crises. Les points de bascule de cet équilibre sont appelés des décompensations. Et elles aboutissent à des désorganisations selon des modes typiques, au regard desquels on individualise des familles de troubles. Ces familles avant ramification sont selon Bergeret, névrose, psychose et état limite. Certains émettent l'hypothèse que les démences seraient à situer sur le modèle de la décompensation, où la détérioration organique n'interviendrait au plus que comme un facteur parmi d'autres, Bergeret, 1993. Ici avec Gérard Le Gouès et Marion Perruchon, 1992, nous sommes plutôt dans le cadre d'une démentalisation, trouble psychique qui accompagne un trouble organique, la démence. Ils mettent de côté la part organique et ne s'intéressent qu'au sujet inscrit dans la parole. Elle ne vient pas de nulle part, elle lui est transmise, il y baigne depuis son plus jeune âge. Il existait dans cette parole. Dans le discours même du désir de ses parents. Même non formulé, il y existait en tant qu'enfant à naître, en tant que nom, et cette parole qui le portait, il la porte aussi, puisque maintenant il parle. Mais attention, n'allons pas croire que l'on s'intéresse à la parole au pied de la lettre. Mais à quelque chose qui y passe inaperçu, qui y est volontairement méconnu, qui s'exprime à travers les mots et est un effet de l'inconscient dans la relation à l'autre. Intéressons-nous au cas clinique exposé dans ce texte, par Gérard Le Gouès et Marion Perruchon. Le patient cherche le mot champagne. Quels sont ces mots à ce sujet? Confère annexe 6, 0. Le Gouès et Perruchon, 1992, page 152, que fait le patient, qu'est-ce qu'il veut? Tout d'un coup le patient veut trouver ce nom, le nom de ce qui se buvait. Jusque-là il répétait sans fin ses souvenirs. Sans tenir compte de son interlocuteur, en apparence. Et sans que cela semble présenter un sens par rapport à la réalité de la situation. Tout au plus, à certains moments, a-t-il pris conscience que les mots lui échappaient. Et là, activement, il recherche ce mot. On pourrait penser que c'est un mot particulier, ou que quelque chose au-delà du mot l'a amené à s'y intéresser. De quoi se contentait-il jusque-là? Jusque-là il laissait filer ses idées. Il reste l'idée chez les auteurs d'une activité et d'une passivité. Quand ces idées partent dans tous les sens et que l'on suppose que ce sont des souvenirs, il y a l'idée que c'est passif. Qu'est-ce que l'on peut penser de ces considérations, passivité, activité, involontaire, contre sa volonté, indépendant de sa volonté?
Qu'est-ce que cela évoque l'idée qu'une pensée puisse être automatique? Il peut y avoir l'idée que l'on n'a plus affaire à quelqu'un. Il nous semble que les paroles que l'on pourrait adresser ne seraient plus entendues, ou alors que ce n'est pour rien. À quoi bon parler quand on n'a plus affaire à la personne à laquelle on s'adresse? À qui parle-t-on quand on parle à quelqu'un de proche que l'on ne reconnaît pas et qui ne se reconnaît pas? C'est ici la confrontation à la question de la perception de l'image de l'autre, celle de l'enfant, de l'adulte âgé, par soi, par les autres, et de ce que l'on est à ses yeux. Toutes ces questions, et, ou, d'autres, on peut être amené à se les poser. Parfois avec la perspective d'y trouver des réponses, ou alors en les laissant sans réponse. Voici une attitude héritée du parti pris non interventionniste de la méthode d'Esther Bick, Gilbert, 2000. Comment parle-t-on, sur quoi parle-t-on quand on a affaire à des personnes démentes? Pourquoi continue-t-on à parler? Peut-être parce qu'il y a toujours quelqu'un, ou que l'on veut y croire. Peut-être aussi que l'on reconnaît une sorte de connivence. Une sorte de reconnaissance qui permet à la relation de s'établir ou de se maintenir, du fait que l'on laisse à l'autre le bénéfice du doute. Qu'on la rencontre puisque souvent ce sont des femmes qu'on la rencontre sur le terrain sur lequel elles nous parlent. Sans essayer nécessairement de ramener le sujet dans la réalité, mais avec l'idée que simplement, l'écouter sans désavouer ses efforts, son cheminement, c'est lui procurer un soin psychique. Cela fait partie des attitudes, des réflexions éthiques, préfigurant une certaine acceptation tolérante, une certaine ouverture d'esprit, qui facilite le contact avec l'autiste. Si on revient au texte, à la suite des mots employés par le patient tels que les rapporte l'auteur. Confère annexe 6, 0, Le Gouès et Perruchon, 1992, page 152. Quelle phrase utilise l'auteur? Confère annexe 6, 1, Le Gouès et Perruchon, 1992, page 152. Quelles sont les particularités de cette phrase? L'auteur reprend les mots du patient. Il semble partir de l'hypothèse que le patient peut rapidement oublier le sujet de la conversation, et que l'aider à maintenir en mémoire les éléments immédiats dont il aura besoin pour résoudre ce problème qu'il se pose, cela soulage la mémoire au moins de ça. Le patient n'a plus qu'à compléter, confère. Annexe 6, 1. Le Gouès et Perruchon, 1992, page 152, je buvais du. Cela est déjà rendu difficile par la maladie. Se le rappeler est déjà une tâche à part entière, et poser la question en ces termes ne trahit ni la pensée du patient, ni son désir d'accéder à ce souvenir. Cela illustre, pour l'autiste aussi, le choix de s'adapteur aux difficultés de langage ou cognitives. Quelle est la phrase suivante utilisée par l'auteur? Confère annexe 6, 2, Le Gouès et Perruchon, 1992, page 152. Comment la construit-il si l'on tient compte de l'énoncé du patient? On voit qu'il reprend la dernière phrase du sujet. Il soude les informations pour les représenter immédiatement. Le but n'est pas de faire du mot à mot. Devant ce flot d'éléments en rapport avec la situation, et ce désir que l'on pressent chez le patient de trouver, l'auteur semble continuer à laisser le patient à sa recherche. C'est un choix, il pourrait compléter l'attente du patient de trouver ce mot. Ne pas déposséder les patients de leurs émerveillements, de leurs conquêtes. Cela réclame de ne pas empiéter, de ne pas imposer, de faire preuve d'autorité perméable. Qu'en penser? Que penser de cela? Les auteurs, il nous semble très à propos, citent une phrase de Freud de 1900, que l'on retrouve dans la nouvelle édition révisée du 4e trimestre 1967, en ces termes. Seul le désir,
peut pousser au travail notre appareil psychique. Freud, 1900-1967, page 482. C'est un mouvement de l'appareil psychique, c'est du côté de la vie, si l'on peut dire, pour l'imager. Et, au terme de ce cheminement, le patient retrouve le mot champagne, porté par une émotion. Ce n'est tout de même pas anodin que ce détour, par la voie de la psychopathologie, aboutisse à cette contiguïté temporelle, d'une production verbale et d'une émotion. C'est incroyable, l'intérêt que cela a, quant à la prise en charge des enfants autistes du point de vue de favoriser l'accession à la parole. Avant d'entamer cette recherche, pendant une demi-heure qu'avait déjà duré l'entretien, le patient ne répondait pas aux sollicitations. Il s'était mis subitement au travail, c'est ainsi que les auteurs, Le Gouès et Perruchon, 1992, désignent cette recherche d'un mot. Les auteurs mettent en parallèle leur intérêt pour la pensée du patient, et l'intérêt de celui-ci pour sa propre pensée. Relancer un mouvement de la pensée sur elle-même, à la recherche d'une signification, n'est possible que par l'investissement de l'interlocuteur. Il faut du temps, il faut que cela se mette en place. Et il ne faut pas croire qu'une telle relance soit toujours, ne serait-ce que possible. Quand cela se produit, cela peut ne pas être un événement isolé. Le travail apparemment effectué par la pensée relancée est celui d'un archéologue. Le rassemblement de morceaux épars jusqu'à obtenir une forme qu'il soit possible de nommer. Ici, c'est bien ce qui est apparu aux auteurs à travers le rassemblement d'un ensemble de choses qui étaient rattachées au mot champagne. De l'évocation d'une ambiance attachée à un événement, au mouvement du bouchon, en passant par le lieu où s'était produit cet événement. Il semble que le mouvement engagé consistait à partir de ces représentations de choses, à faire émerger une représentation de mots. Pourtant c'est selon les auteurs, par une autre voie que celle des idées, qu'est réapparu le mot perdu. Tout à coup, comme porté par une mélodie, une phrase a émergé, qui portait la marque d'une ambiance affective, plutôt que découlant logiquement de la construction qui précédait. Confère annexe 6, 20'. Le Gouès et Perruchon, 1992, page 157. Selon les auteurs. Le Gouès et Perruchon 1992. C'est d'avoir revécu. Dans l'entretien. Une relation affective le ramenant à ses souvenirs. Qui l'a conduit à se rappeler. L'excès de sadisme fait naître l'angoisse et met en action les premiers moyens de défense du moi. Par rapport au sadisme du sujet lui-même, cette défense implique l'expulsion, alors qu'elle implique la destruction par rapport à l'objet. Le sadisme devient une source de danger, parce qu'il permet une libération de l'angoisse, mais aussi parce que le sujet se sent attaqué lui-même par les armes dont il s'est servi pour détruire l'objet. Celui-ci devient une source de danger, parce que le sujet craint de sa part des attaques semblables. En représailles, selon le talion. C'est ainsi que le moi, encore insuffisamment développé, doit faire face à une tâche qui, à ce stade, est tout à fait au-dessus de ses forces, la tâche de dominer l'angoisse la plus intense qui soit. Ferenczi soutient que l'identification, précurseur du symbolisme, prend son origine dans les efforts du petit enfant pour redécouvrir, dans chaque objet, ses propres organes et leurs fonctions. Le symbolisme constitue la base de toute sublimation et de tout talent, puisque c'est au moyen de l'assimilation symbolique que les choses, les activités et les intérêts deviennent les thèmes des fantasmes libidinaux. Qu'à côté de l'intérêt libidinal, c'est l'angoisse née pendant la phase décrite plus haut qui met en marche le mécanisme de l'identification. Comme l'enfant souhaite détruire les organes, pénis, vagin, sein, qui représentent les objets, il se met à craindre ceux-ci. Il se met à craindre ce que les objets, c'est l'angoisse. Pour Jones, le principe de plaisir rend possible l'équation de deux choses tout à fait différentes, en vertu d'une similitude donnée par le plaisir ou l'intérêt. Cette angoisse le pousse à assimiler ses organes à d'autres choses. À cause d'une telle équivalence, ces choses deviennent à leur tour objet d'angoisse,
et l'enfant est ainsi contraint à établir sans cesse des équations nouvelles, qui constituent le fondement de son intérêt pour les objets nouveaux et du symbolisme lui-même. Le Madodique présentait une incapacité totale, et apparemment constitutionnelle à supporter l'angoisse. Le génital avait commencé très tôt à jouer son rôle. Il s'ensuivit une identification prématurée, exagérée, avec l'objet attaqué, et une défense, également prématurée, contre le sadisme. Le moi avait cessé d'élaborer une vie fantasmatique, et de tenter d'établir quelques relations et la réalité. Après un faible début, la formation symbolique s'était arrêtée. Les tentatives de la petite enfance survivaient dans un intérêt unique, qui, isolé, et coupé de la réalité, ne put servir de base à d'autres sublimations. L'enfant restait indifférent devant la plupart des objets et des jouets qui l'entouraient. Il ne saisissait même pas leur sens et leur fonction. Mais, il s'intéressait aux trains et aux stations, ainsi qu'aux poignées des portes, aux portes, et à l'ouverture, comme à la fermeture de celles-ci. En outre, ses défenses contre ses propres tendances destructrices apparurent comme l'obstacle majeur de son développement. Il était absolument incapable d'un acte d'agression. Et la base de cette incapacité s'était clairement manifestée. Au cours de sa petite enfance, dans son refus de mâcher la nourriture. Comme il n'avait pas de relation affective ou symbolique avec les choses, il ne leur conférait, même s'il lui arrivait de s'en servir, aucune coloration fantasmatique, il était donc impossible de les considérer comme ayant le caractère d'une représentation symbolique. Elle le flanque dans une verbalisation brutale du mythe d'Hippien, presque aussi révoltante pour nous que pour n'importe quel lecteur. Tu es le petit train, tu veux foutre ta mère. Mais, il est certain qu'à la suite de cette intervention, il se produit quelque chose. Tout est là. Vous avez relevé le manque de contact qu'éprouve Dick. C'est là le début de son ego. Son ego n'est pas formé. En effet, il est clair que chez lui, ce qui n'est pas symbolisé, c'est la réalité. Ce jeune sujet est tout entier dans la réalité, à l'état pur, inconstitué. Il est tout entier dans l'indifférencié. Or, qu'est-ce qui constitue un monde humain? Sinon l'intérêt porté aux objets en tant que distincts, aux objets en tant qu'équivalents. Le monde humain est un monde infini quant aux objets. À cet égard Dick vit dans un monde non humain. La théorie de l'ego est ici incomplète. Si dans le monde humain les objets se démultiplient, se développent, avec la richesse qui en constitue l'originalité, c'est dans la mesure où ils apparaissent dans un processus d'expulsion lié à l'instinct de destruction primitive. Il s'agit là d'une relation primitive, à la racine même instinctuelle de l'être. À mesure que se produisent ces éjections, hors du monde primitif du sujet, qui n'est pas encore organisé dans le registre de la réalité proprement humaine, communicable, surgit à chaque fois un nouveau type d'identification. C'est ce qui n'est pas supportable, et l'anxiété surgit en même temps. L'anxiété est toujours définie comme surgissant, arising. À chacun des rapports objectaux correspond un mode d'identification dont l'anxiété est le signal. Les identifications dont il s'agit ici précèdent l'identification moïque. Même quand celle-ci sera faite, toute nouvelle identification du sujet fera surgir l'anxiété. L'anxiété au sens où elle est tentation, vertige, perte du sujet qui se retrouve à des niveaux extrêmement primitifs. Dick ne peut même arriver à la première sorte d'identification, qui serait déjà une ébauche de symbolisme. Dans le bureau de Mélanie Klein, il n'y a pour lui, ni autre, ni moi. Il y a une réalité pure et simple. L'intervalle entre les deux portes, c'est le corps de sa mère.
Les trains et tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose sans doute. Mais qui n'est ni nommable, ni nommé. Elle donne littéralement des noms à ce qui sans doute participe bien du symbole, puisque ça peut être immédiatement nommé, mais qui n'était jusque-là, pour ce sujet, que réalité pure et simple. Normalement, le sujet donne aux objets de son identification primitive, une série d'équivalents imaginaires, qui démultiplient son monde. Il ébauche des identifications avec certains objets, les retire, en refait avec d'autres, etc. Chaque fois l'anxiété arrête l'identification définitive, la fixation de la réalité. Mais, ces allers et retours donneront son cadre, à ce réel infiniment plus complexe qu'est, le réel humain. Après cette phase au cours de laquelle les fantasmes sont symbolisés, vient le stade dit génital, où la réalité est alors fixée. Or, pour Dick, la réalité est bien fixée, mais parce qu'il ne peut faire ses allers et retours. Elle signifie à son niveau. Elle est déjà symbolisée, puisqu'on peut lui donner un sens.